Bon, alors avant d'attaquer sur ces aspects biographiques qui sont largement détaillés, mais pas tout à fait complètement, dans Crimes de guerre à l'OTAN, parce que je suis en train de préparer un bouquin, personne n'écrira un Jacques pour moi dans l'état de notre presse, donc je le fais moi-même. Et ça va être un bouquin encore saignant, je suis en train de travailler, cette nuit j'ai travaillé jusqu'à 2h30 du matin dessus avec grand plaisir. Je vais commencer par vous commenter l'actualité. Ce qui se passe en Irak, qui semble la continuation de ce qui s'est fait il y a 12 ans, n'a strictement rien à voir. Ce n'est pas la même chose du tout, ce n'est pas une répétition. En revanche, c'est la poursuite d'un processus. Actuellement, les B-52, partant de Grande-Bretagne, survolant la Turquie, ravagent l'Irak. Je dis bien ravagent l'Irak. Les B-52 et les missiles Tomahawk, ça ne peut absolument pas faire des frappes précises. Le Tomahawk a une certaine précision. Il a été conçu dans les années 60, industrialisé dans les années 70, pour mettre en place, en volant à 800 km/h, une charge nucléaire dans un cylindre de 10 mètres de haut sur 60 mètres de diamètre. Vous voyez bien que là, dans une ville, avec un véhicule qui pèse 4 tonnes, vous n'êtes pas dans la frappe chirurgicale. Alors les frappes chirurgicales, ça m'énerve, parce que ça m'évoque la chirurgie de guerre, qui est à la chirurgie ce que la médecine militaire est à la médecine. Sauf que moi j'aime bien la médecine militaire, j'aime bien la musique militaire. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi les Anglais y sont? Pourquoi les Français y sont pas? Pourquoi les Allemands y sont pas? Eh bien, c'est ce dont on va parler. Les Américains sont des gens charmants. L'administration américaine est une bande de gangsters. Je refuse le qualificatif qu'on accole à mon nom dans les milieux mal intentionnés, de dire que je suis un anti-américain, primaire ou secondaire, puisque j'ai appris à lire. J'ai beaucoup d'amis aux États-Unis qui m'ont notamment informé sur les affaires du Pentagone. J'ai travaillé aux côtés des militaires américains, j'en ai gardé des liens qui perdurent. Avant l'affaire du 11 septembre, j'avais été amené à commenter les élections et notamment le résultat, enfin la façon dont Bush est arrivé au pouvoir. Et un de mes amis que j'ai rencontré en Palestine, qui est général de division des US Marines, qui a eu un commandement prestigieux quand il était général de brigade, qui continue sa carrière, m'a dit, de toute façon, c'est beaucoup plus facile, dans l'état actuel des lobbies, l'état actuel financier des lobbies, d'acheter les 12 juges de la Cour suprême que d'acheter tous les grands électeurs. C'est lui qui a attiré mon attention, parce que je me foutais complètement des élections américaines, sur le fait que le frère de George Bush, en Floride, est à déterminant, critical pour les Américains, déterminant dans la désignation du président, a fait fonctionner pour la première fois, à titre de prototype et sans essai préalable, un système de vote électronique, qui malheureusement est tombé en panne. Et ensuite, eh bien, on a fait le dépouillement à la main. Et seulement, comme on arrivait après des dates fatidiques, la Constitution américaine s'est mise en place. Et c'est la Cour suprême qui a désigné le président. Ça fait partie de la Constitution. Il faut savoir que, aux États-Unis, l'idée même d'avoir un président élu au suffrage universel est une horreur. Ce n'est pas considéré comme leur démocratie. Ce sont un certain nombre de spécialistes qui désignent le président. Ces spécialistes s'appellent les grands électeurs et qui, eux, sont élus par le peuple. Seulement, la Cour suprême ne se déjuge pas. Et quand la comptabilité manuelle, normale, celle qu'on aurait dû faire dès le départ, qu'on aurait dû mettre en doublure du système dès le départ, mais surtout on ne l'a pas fait, quand ils ont rendu les résultats, c'était 3 jours trop tard. Et on voyait bien que M. Bush n'était pas élu. Voilà. Alors, on va me qualifier de gauchiste,
d'autres vont me qualifier de fasciste, puisque je suis un ancien militaire. Eh bien moi je vais vous dire, j'ai deux pieds, un droit et un gauche. Et pour avancer le pied gauche, je m'appuie sur le pied droit et réciproquement. Mais c'est pour aller où je veux, et pas où on veut me faire aller. Pendant des années, pendant 26 ans et demi de carrière, je suis allé où on me disait d'aller, et j'y suis allé volontairement, sinon j'aurais démissionné. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, parce que quand je me rase dans le miroir, quand je me rase et que je regarde dans le miroir, j'ai pas honte. Oh, je suis pas un saint. Et j'explique les conneries que je fais. Maintenant, je témoigne. Pourquoi? Tout simplement parce que quand les officiers de renseignement parlent à leur mémoire, pour une raison simple, dans les conditions où j'ai quitté l'armée, c'est-à-dire demandant ma mise à la retraite pour pouvoir être libre d'écrire et de me défendre avant mon procès, je n'ai signé aucune reconnaissance de responsabilité vis-à-vis de la conservation du secret. J'ai une conscience professionnelle, j'ai des camarades, français et étrangers, je ne vais pas les mettre en difficulté. Donc quand je parle d'eux, je conserve les prénoms et je change les noms. Mais ceux qui m'ont fait ch et ceux qui participent à ce travail reptilien, je les dénonce par leur nom. Et Jean-François Bureau, qui est le porte-parole actuel du ministère de la Défense, qu'il était sous le gouvernement précédent, qu'il est depuis très longtemps, je le cite nommément dans Crime de guerre à l'OTAN, à propos d'un trafic d'armes, de missiles de croisière franco-britanniques, avec les Émirats arabes unis, et missiles de croisière avec lesquels les Émirats arabes unis, ou tout autre des pays auxquels ils les rétrocéderont, peuvent tirer des armes de destruction massive, au moins pour 550 des missiles, y compris sur Israël. Alors, comment on en est arrivé là? Les États-Unis commencent leur création en 1776. Ce sont des gens qui luttent pour leur indépendance. Après tout, c'est noble. Nos anciennes colonies l'ont fait. Ouais, sauf que là, il s'agit d'anciens, pour beaucoup d'entre eux, d'anciens déportés des prisons britanniques ou des pontons de la Tamise. C'est pas forcément des temps. Alors, je ne vais pas diaboliser les gens qui ont été condamnés. Hein, ce serait quand même vraiment me bouffer la viande de la main. Je sais parfaitement que sur les pontons de la Tamise, parmi les déportés qui sont allés au Canada, ou en Louisiane, parmi les moustiques, il y avait des tas de gens bien. Pour ça que le pays a pu se créer. Mais il se crée avec des gens qui ont souffert, et il se crée dans la violence. Les premiers colons, même encore britanniques, commencent par massacrer nos frères indiens. On les repousse d'abord. On commence par prendre contact avec eux. On s'entend bien tant qu'on est peu nombreux. Quand on est suffisamment nombreux pour déranger leur écosystème et qu'ils emmerdent le système économique, parce que l'écosystème n'est pas le système économique, alors on les chasse. Les Américains, ayant obtenu par la guerre leur indépendance, se foutent sur la gueule entre eux. Et ça conduit à ce qu'ils appellent la Civil War et qu'on appelle la guerre de sécession. La guerre civile, ils appellent ça. Cette guerre de sécession est déterminante, parce que c'est le Nord industriel et technique qui écrase le Sud traditionnel et agricole. C'est le monde anglo-saxon et le droit anglo-saxon qui écrase un monde plus sud-européen et centre-européen avec un droit plus romain, inspiré du droit napoléon. C'est pour ça qu'actuellement, les avocats aux États-Unis ne sont pas compétents dans tous les États. Ceux qui ont du fric et qui veulent vraiment pouvoir travailler dans tous les États sont obligés de se payer 2 cursus d'études de façon à être qualifiés pour travailler en droit romain ou en droit anglo-saxon. Et là, c'est extrêmement important, parce que c'est la technique et les sciences qui gagnent une guerre politique. Et ça va imprégner
les nouveaux maîtres des États-Unis, c'est-à-dire l'Union, puisque la Confédération disparaît. Vous voyez bien que l'esprit de géométrie a écrasé l'esprit de finesse, pour parler comme on disait au XVIIIe. Ça, c'est très important. Alors, je voudrais faire un petit point sémantique. On parle de technologie au lieu de parler de technique, maintenant, dans le langage courant. Et ça nous vient des États-Unis. La technologie, c'est l'étude des sciences et techniques et de leur histoire. C'est donc un discours sur la technique. On ne parle plus de morale, on parle d'éthique. La morale, ce sont des règles qui s'imposent à tout le monde, comme la Constitution s'impose au législateur ou à l'exécutif. Eh bien, le système est tellement perverti que quand notre Constitution nous emmerde, on l'amende. Et surtout, c'est le Congrès qui fait ça dans son coin, c'est l'oligarchie. Il n'y a pas de référendum. Là, le Congrès vient de nous changer des trucs qui sont déterminants pour l'organisation du pouvoir, qu'on soit d'accord ou non pour les décisions qui sont prises. Nous, on ne nous a pas consultés. Et quand nous avons voté pour les élections présidentielles, quand nous avons voté pour les législatives, on ne nous a pas dit, dans le programme de travail, il y aura ceci. Pourquoi? Parce qu'on travaille de manière occulte. Ça aussi, c'est une chose importante. Revenons donc aux États-Unis après la guerre de sécession. Le pays est immense, c'est un pays à la taille d'un continent. Et c'est pour ça qu'il faut le rapprocher d'un autre pays à la taille d'un continent, et il n'y en a qu'un, c'est la Russie. Car la Chine, c'est très nombreux, ils sont très nombreux. L'Inde, ils sont très nombreux. L'Amérique du Nord, c'est un continent énorme. Ayant à s'occuper d'un pays à la taille d'un continent, et ayant à occuper un pays à la taille d'un continent, les Américains se lancent sur la rationalité et la vitesse. Il faut qu'ils se déplacent vite. Très rapidement, ils tirent le télégraphe. Et le télégraphe s'arrête. Il part de l'est vers l'ouest, il s'arrête. Il part de l'ouest vers l'est, il s'arrête. Entre les deux, on met en place le Pony Express. Ce sont des gens qui courent avec des petits Mustangs et qui portent le courrier rapide, urgent, c'est cher. Mais ils le font. On met des diligences rapides. Et dès qu'on peut, on tire les lignes de voie ferrée. Et alors là, dans cette création stratégique des États-Unis, car c'est du stratégique, ce sont des compagnies privées qui travaillent. Les compagnies de télégraphe se bouffent le nez pour avoir les marchés, c'est elles qui achètent les politiques pour les adjudications, comme les compagnies ferroviaires. Donc les États-Unis, dans le dos des bons citoyens américains, se créent sur la vitesse, le pognon privé et la collusion entre l'État et le pognon privé. Vous voyez comment ils se créent. Nous, pendant ce temps-là, en Europe, on a bien des financiers internationaux, depuis très longtemps, c'est les assureurs. Et pendant les guerres entre les Britanniques et les Français, la compagnie Lloyd's à Londres payait rubis sur l'ongle les cargaisons assurées des bateaux français qui avaient été détruits par les bateaux de la Home Fleet, de sa gracieuse majesté. Déjà, il n'y a pas de frontières dans le pognon, où on essaye de les limiter. Revenons aux États-Unis. L'administration se crée, monte en puissance, toujours à base de sociétés privées. Savez-vous que pendant la guerre de sécession, le premier souci des Américains a été de protéger leur monnaie. Il y avait beaucoup de fausses monnaies. Alors il y avait des billets copiés, et il y avait des billets qui étaient émis sans raison, parce qu'à l'époque, la monnaie n'était pas unie aux États-Unis. On savait que la monnaie s'appelait le dollar, mais chaque banque d'État pouvait imprimer, en avertissant le département du Trésor, pouvait imprimer un certain nombre de billets, sous réserve que dans la banque, il y ait la quantité d'or qui va avec. Donc il y avait des billets de 3 $, il y avait des billets de 6 $, parce que ça correspondait à des prix courants. Les billets à valeur à peu près unifiée, ils n'avaient pas forcément le même dessin.
Donc, vous imaginez le nombre de faux monnayeurs. Donc, un service chargé de surveiller la fausse monnaie se crée. D'abord, on commence par utiliser une société privée, l'agence Pinkerton. Ensuite, on met sur pied quand même un système fédéral qui s'appelle le Secret Service, le service secret. Ce service secret évolue de mission en mission, et à l'époque actuelle, il est chargé toujours de la lutte contre la fausse monnaie, contre les faux bons du Trésor. C'est un service du département du Trésor. C'est lui qui a fait arrêter Al Capone. C'est pas le FBI, contrairement à ce que vous raconte le film Les Incorruptibles. C'est le service secret. Et sa mission, depuis les années 1900, le début des années 1900, c'est aussi d'assurer la protection du président des États-Unis. Donc le détachement de protection du président de la République était fourni par le département du Trésor. Le pognon, vous voyez ? In God we trust, nous croyons en Dieu, écrivent-ils sur leurs billets. Vous voyez donc que dans la construction des États-Unis, un phénomène extrêmement important, la privatisation, l'argent au centre. Il y a un autre point qui montre que les États-Unis sont construits à l'envers de nous, quel que soit le régime politique dans lequel vivent nos pays. Il est le fruit de l'évolution au moins de plusieurs siècles, quand ce n'est pas de plusieurs millénaires. Pour les États-Unis, c'est l'inverse. Ils partent d'une constitution qui dérive des principes du siècle des Lumières européens, l'Europe de l'Ouest. Cette constitution n'a pas changé. Nous, on en est à la Ve République. On a même eu des retours à l'Empire, des retours à la monarchie. On change de constitution tout le temps. Eux, non. Ils ont eu quelques amendements à cette constitution pour préciser, au fur et à mesure de l'évolution de la vie moderne, un certain nombre de points fondamentaux. Et en partant de cette constitution, qui ne dérive pas d'une histoire, ils se sont construits un devenir. Alors maintenant, ils ont l'impression d'avoir une histoire. Ah ouais? Oui, ça fait maintenant plus de 200 ans, hein. Ça fait 250 ans que ça traîne. Et il y a des armes historiques chez eux, hein. Il y a des carabines long rifle du Kentucky, mais enfin, pour nous, c'est de l'armement moderne, hein. Une arme historique, chez nous, c'est une vieille arbalète, c'est une vieille épée des croisades. Mais c'est bon. Vous voyez, la notion n'est pas la même. Et nos camarades britanniques, qui ne sont pas toujours du côté des Anglais, comme je l'explique dans Crime de guerre. Nos camarades britanniques sont séparés de nos camarades américains par un langage commun. Pas de moi, c'est George Bernard Shaw. Et ils disent aux Américains, nous avons des traditions. Vous avez des procédures. Nous avons une histoire. Vous essayez d'en inventer une. Ah, il y a quand même les Américains riches qui ont été jusqu'à acheter des châteaux en Écosse, les démonter et les transporter par bateau jusqu'aux États-Unis. Ah, l'exemple a existé. Bon. Alors, voyez où on en est. Alors, maintenant, on va voir comment évolue cette affaire. Avec la guerre de 14, il y a un premier tournant. De 1917 à 1918, les boys américains débarquent et s'installent au contact des Anglais et surtout des Français. Et j'ai à la maison une lettre du général américain. Cette lettre est écrite en français au maréchal Joffre. Ça a bien changé. Et là, que font les Américains? Les Américains découvrent la guerre moderne. Nous, on a commencé la guerre de 14 par une des dernières guerres du 19e siècle. Et on termine la guerre de 14 en 1919, parce que la paix est signée en 19, on dit la guerre de 14-18, mais la paix est signée en 19. On termine donc avec la première guerre du XXe siècle. On est passé des charges à pied casoar sur le casque du lieutenant Alarméus, au sabre, au déboulé de char, sous la couverture d'avion, avec la téléphonie,
le guidage d'artillerie à 20 km parce qu'on avait appris à tirer au-delà de l'horizon, tout ceci en 4 ans de guerre. Les Américains, ils étaient avec nous, les 2 dernières années de la guerre, enfin 18 derniers mois de la guerre, ils en ont tiré des enseignements, car l'Américain tire toujours des enseignements. Lessons learned. Quand il y a une merde qui arrive, on en tire des enseignements. Quand il y a un truc bien qui arrive, on en tire des enseignements pour que ce soit encore mieux la prochaine fois. Et dans l'entre-deux-guerres, pendant que nos états-majors s'entraînaient à refaire la fin de la Première Guerre mondiale, les Américains s'entraînaient à faire la prochaine guerre. Dans le même temps, au plan politique, le président Wilson, tout le monde connaît sa déclaration sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais personne ne fait attention à une autre déclaration. C'est celle où, lors du discours sur l'état de l'Union, en 1921, alors que la Société des Nations est en train de se créer, il déclare « Nous, Américains, aurons pour tâche politique de faire disparaître dans le monde tout régime qui comprend ne fût-ce qu'un soupçon de l'égalité des privilèges. » De l'égalité en un seul mot, des privilèges. Il est bien évident que on est lié directement à la fin de l'Empire chinois. Souvenons-nous comment les Américains ont pris le contrôle de l'instruction de Puyi, le dernier empereur, pour en faire ensuite une espèce de fantôme que plus personne ne voyait. Il y avait une vie interne du palais, mais la révolution extérieure faisait que l'Empire n'existait plus. Dans cette période de l'entre-deux-guerres, et par la Société des Nations, les Américains souffrent d'une chose. Partout où ils essayent de s'implanter économiquement, dans nos colonies, je vous rappelle que dans l'entre-deux-guerres, il y a encore des empires coloniaux extrêmement puissants. Il y a bien sûr l'anglais et le français, mais n'oublions pas qu'il y a aussi le hollandais, l'espagnol, le portugais. Et ces empires coloniaux tiennent une partie de l'Extrême-Orient et tiennent l'Afrique, où les Américains aimeraient bien s'implanter pour faire du business. Parce que, à la fin du 19e siècle, au début du 20e, ils ont des excédents de produits. Ils ont trop industrialisé de choses. Leurs bagnoles, il faut qu'ils les vendent à l'extérieur. Leurs machines à vapeur, il faut qu'ils les vendent à l'extérieur. Et ceci parce qu'en fait, leur industrie est devenue productiviste. C'est le taylorisme, c'est l'automatisation, et c'est surtout le fait qu'ils n'ont pas de lobby charbonnier, eux, et que comme ils ont besoin d'une énergie souple, eh bien, et qu'ils ont du pétrole, eh bien, ils ont investi dans le pétrole, alors que chez nous, on rélucte un peu. On est un peu en arrière de la main vis-à-vis du pétrole, ça sent mauvais. Et puis, il y a les lobbies charbonniers. On va quand même pas mettre les mineurs de fond au chômage. Les Américains, parce qu'ils ont le pétrole, font des progrès très rapides en aviation. Le pétrole n'est pas cher chez eux. Les carburants ne sont pas chers. Ils font des tas d'essais, des tas de trucs. Et la Coupe Gordon-Bennett, qui récompense le champion du monde de vitesse, crée, par son incitation, les prototypes d'avions de chasse de la Deuxième Guerre mondiale. Monoplan, monoplace, monomoteur. Monoplan à aile basse. Tous les avions de la Deuxième Guerre mondiale sont sur cette forme-là. Alors, il faut que les Américains trouvent des débouchés. Alors, il y en a un qu'ils ont trouvé, extraordinaire. En 1852, le Commodore Perry force le Japon. Il force le Japon, et en 1854, il n'y a pas de radio pour emmerder les amiraux. Les amiraux font fonction d'ambassadeurs. Je le sais, l'amiral Hope, qui est un de mes ancêtres, c'est mon arrière-grand-père, était ministre plénipotentiaire de France dans les mers de Chine, parce que c'était l'amiral qui commandait la flotte d'Extrême-Orient, qui n'avait pas de radio pour le faire chier. Le Quai d'Orsay ne savait ce qu'il faisait que quand les bateaux avaient en 2 mois acheminé la correspondance. Et quand les ordres revenaient de Paris, ils étaient périmés. Si le papier était assez fin, ça permettait effectivement... Bon, là, j'allais dire les âneries. Alors, le Commodore Perry, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un câble par
bateaux à voile, jusque à... Je crois que sa maison mère, c'était peut-être même Valparaiso. Non, Valparaiso, c'était trop en bas, ils avaient une grosse délégation, ça doit être Los Angeles. Et enfin, il envoie un câble par bateau. Et, privatisation, le département d'État, c'est-à-dire l'équivalent plus ou moins de notre ministère des Affaires étrangères, entérine l'accord qu'a passé le Commodore Perry, parce qu'il a passé un accord d'ouverture économique au Japon. Donc les compagnies américaines peuvent venir, et elles viennent. Et les compagnies mécaniques, celles qui fabriquent les automobiles, celles qui fabriquent des mitrailleuses. Ce qui fait que de 1854, et le Japon s'ouvre, mais alors, il y a effectivement le mouvement traditionnaliste dit du Rangakusha qui repousse un peu cette modernisation. Ils veulent encore se balader en sabre de samouraï. Mais ils sont tellement habiles avec leur sabre de samouraï que les marins américains n'ont pas envie que ça continue. Donc, dans la région des comptoirs, le port du sabre de samouraï est interdit par le shogun, qui est un peu le premier ministre de l'empereur. Et on va plus loin, peu à peu, on désarme la classe des samouraïs. Le Japon sort du Moyen-Âge. Il sort du Moyen-Âge en 1854. En 1904, c'est la bataille de Tsushima, où les nains jaunes, avec leur flotte, cassent la gueule à la marine russe. Les bateaux japonais sont à vapeur, intégralement à vapeur, il n'y a plus un mât de voile dessus, et certains fonctionnent au fioul lourd. Ils ont la radio à bord. Oh, c'est pas encore la radiophonie, c'est la radiotélégraphie. Et ils cassent la gueule aux Russes. C'est un enfant, le Japon moderne qui est en train de se créer, est un enfant des États-Unis. Et les États-Unis n'ont fait qu'une ouverture industrielle, pas politique. Le régime est toujours l'empereur, le Premier ministre. Il n'y a pas de parlement à l'époque. La diète, c'est une invention d'après la Deuxième Guerre mondiale. Le Premier ministre est un quasi-shogun. Et ce Japon, très militariste, est une création américaine. Le fusil japonais Arizaka Sanpachi Shiki, qui est un fusil qui date de 1938, est une amélioration du fusil Mauser. Et il faut attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour qu'il soit dépassé par les fusils semi-automatiques américains et allemands, mais qui n'interviennent pas sur ce théâtre-là. Il faut voir la qualité des aciers japonais. Toute la qualité de l'acier du sabre de samouraï, ils l'ont reporté sur les montres, sur les fusils, sur l'outillage agricole, sur la qualité de leurs bateaux. C'est fabuleux. Ce qui fait que, quand la Chine est ouverte en force, et que les concessions internationales se mettent en place, les États-Unis ont, à Shanghai, une concession dans la zone des concessions internationales. Voilà. Ça, c'est la pénétration américaine. Preuve que c'est possible. Mais partout ailleurs, en Afrique, aux Philippines, en Thaïlande, où les Hollandais sont très présents, ils n'arrivent pas à pénétrer. Pourquoi? Parce que là, ils se heurtent à la politique de la canonnière conduite par les empires européens. Et ils comprennent une chose dans cette période de la Société des Nations qui finit, on sait comment, par la destruction de la Société des Nations. Ils comprennent qu'il n'y a pas de politique étrangère sans armée. Et ça, c'est déterminant dans la réflexion des stratèges. Alors, on va en parler des stratèges. Qui sont les stratèges? Les stratèges aux États-Unis sont des gens qui ont des intérêts en Europe, en Extrême-Orient, et bien sûr aux États-Unis. Ils sont souvent basés aux États-Unis. C'est pas encore la mode pour les Américains de s'installer aux Bahamas. Et ce sont des financiers. Parce qu'on a vu que tout dépend de la finance. Du président de la République à la Maison-Blanche et en déplacement, quand on décide de faire
du président de la République à la Maison-Blanche et en déplacement, quand on décide de faire monter en puissance le Secret Service pour des raisons de sécurité du premier magistrat, tout passe par le Congrès. Et le Congrès vote un budget. Et le budget est employé suivant des directives, parce qu'il faut du matériel pour tous ces systèmes-là. C'est ça qui se passe aux États-Unis. Arrive une chose, une catastrophe. Ils ont joué avec la bourse. C'est la crise de 29. Et la crise de 29 a une conséquence très importante. Elle fait sortir des universités, le MIT par exemple, Harvard, elle fait sortir un truc qui est à peu près aussi exotique que l'agrégation de grammaire chez nous maintenant, c'est la science économique. La science économique, c'est pas une science, pas plus que la médecine. Comme la médecine, c'est un art. C'est ce que j'explique dans Menaces islamistes, parce qu'il faut faire un développement bien explicatif. La science économique, elle a un but, c'est de faire fonctionner les mouvements économiques et bien sûr financiers, ils ne s'en lient pas, au profit de l'homme en principe. Comme la médecine, le projet et l'objet de la science économique, c'est l'homme. C'est ça la téléonomie. Mais, à la différence de la médecine, la science économique, elle essaye de s'affranchir des contraintes de l'homme. Vous pensez bien que quand il s'agit de vendre un type de chemise avec un petit crocodile, je dis ça parce que c'est des braves gens, il faut que tout le monde aime le petit crocodile. Et si on tombe dans un pays où le crocodile est un animal banni, ah, ça va pas. Il faut qu'on trouve un autre insigne. Ouais, non, mais ça c'est chiant. Il vaut mieux faire changer l'opinion du pays vis-à-vis du crocodile. Ah ouais. Arrive la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est une des conséquences de la grande crise économique. La Deuxième Guerre mondiale, elle frappe l'Europe. Que font les financiers américains? Les Européens ont besoin de métaux non ferreux, cuivre, plomb, manganèse. Ils ont besoin de pièces d'outillage. Ils en veulent? Pas de problème, on leur en vend. Ouais, mais malheureusement, les caisses des États sont rapidement vides. Je vous rappelle qu'à l'époque, la monnaie est indexée sur l'or. Mais la Banque centrale américaine, qui n'est pas con, quand elle reçoit des billets, elle veut la contrepartie en or. Ce qui fait qu'elle se crée des réserves de devises de pays européens en gonflant ces réserves d'or. Ah, ben oui, c'est astucieux, il y a les lois de cash and carry assèchent les banques centrales européennes. Pas question pour les Américains d'entrer en guerre, mais ils savent qu'il va falloir qu'ils y aillent. Pourquoi? Parce que leurs stratèges ont bien compris une chose. Les réserves d'or des pays riches européens ne sont pas éternelles. Staline a récupéré tout l'or d'Espagne pour le mettre à l'abri, et chez nous, c'est les Américains qui ont récupéré puisqu'ils nous vendaient des trucs. Donc, il va falloir trouver autre chose. Les stratèges investissent. Les bureaux d'études travaillent à plein régime, mais de 39 à 41, pas question, le Congrès ne veut pas se lancer dans la guerre. Donc les prototypes d'avions de combat sont prêts. Les prototypes de chars sont prêts. La Jeep qui apparaît en 1942, elle est étudiée depuis 1937. Au départ pour être un véhicule agricole, léger. Elle est prête. On la modifie pour qu'elle soit transportable, empilable l'une sur l'autre. On baisse le pare-brise, on dévisse le volant parce qu'il y a un seul écrou. On le pose sur le siège et on peut empiler deux jeeps l'une sur l'autre. On gagne de la place dans les bateaux. On prépare les Liberty Ships. Ce sont des cargos à usage unique. Ils partent des États-Unis, ils arrivent en Europe et là on les laisse. Fini, ils ne servent plus. Les Européens s'en serviront après la guerre. Ils les feront durer. Des trucs qui étaient faits pour durer 15 jours, 3 semaines, on les a fait durer des fois 10 ans. Alors je ne raconte pas la merde de l'Erika. Heureusement qu'ils transportaient encore rien d'intéressant. Hein, donc. Mais voilà. Simplement, il faut que quelqu'un pull the trigger. Il faut que quelqu'un appuie sur le bouton pour que ça se déclenche.
Les Japonais font ça très bien le 7 décembre 1941. Les États-Unis sont touchés presque chez eux. C'est ah ouais. Mais on leur a tué des boys. Alors là, plus question d'isolationnisme. Cette bande de face de citron va leur péter la gueule. Et comme, par tout un travail, les Allemands, les Italiens et les Japonais ont donné l'impression, ou peut-être on leur a fait donner l'impression, qu'ils avaient créé un axe du mal, tiens, ça vous rappelle rien ça? Eh bien, pas question de laisser seulement la guerre américaine vers l'Est. Il faut qu'elle aille en Europe aussi. D'autant plus que les stratèges avaient bien compris. Ils ont 3 marchés qu'ils veulent conquérir. En un, la Chine. Fabuleux. Ce qu'on a réussi au Japon, on va le faire en Chine. Donc, ils soutiennent la révolution chinoise contre l'Empire. Donc, l'Empire s'est effondré, mais il y a les guerres intestines. Et ils soutiennent celui qui va gagner. Chiang Kai-shek et son Kuomintang. Il va gagner, puisqu'il est en uniforme, il est militaire, il est de droite, donc il va gagner. Manque de peau, c'est pas ce qui se passe. Comme ils fournissent du matériel soviétique, ils se disent, après on va aller plus loin. Non, non, non. Les soviétiques, ils ont viré tous les spets étrangers, hein. Il y a eu suffisamment d'actions russes dans les chiottes, dans ma famille, on s'en servait pour tapisser les chiottes. Virés. Et les soviétiques ont payé les factures. Ils ont des réserves d'or assez importantes. Ils ont des réserves de pétrole importantes. Donc, ils ont dit non aux capitalistes. Ah, c'est chiant ça. Et donc, il est resté l'Europe. Oui, mais l'Europe, elle était exsangue. Pas totalement. Il y avait encore des trucs qui tenaient debout. 1943, c'est le changement radical en Europe. Stalingrad a eu lieu. Donc, on sait que les Allemands vont perdre la guerre. Il faut se dépêcher. Et à ce moment-là, c'est là que commencent les vagues de bombardement. Le B-17 Forteresse Volante, qui emploie 3 tonnes, 1,5 tonne de munitions, c'est trop léger. On passe au B-29, 3 tonnes. Le B-29 amélioré, on arrive à 10 tonnes de munitions. Énorme, fabuleux pour l'époque. Ah oui. Seulement, c'est des nappes entières. Et on rase les villes, Hambourg, Brême, Dresde, Berlin, Leonberg. Alors qu'on avait essayé de viser plus ou moins des cibles en France, on ravage le Havre. Il va falloir tout reconstruire. Les financiers ont dit, d'accord, on va financer votre guerre. Ils ont dit, l'administration américaine de Roosevelt, on va financer votre guerre. Mais il faut qu'après, ce soit nous qui reconstruisions. Ils avaient en tête de mettre en place une espèce de New Deal qui avait relancé l'économie américaine après la crise de 29. Et ce New Deal, ça s'appellera le plan Marshall. Mais pour ça, il faut qu'il y ait tout à reconstruire. Pas que ces connards d'Européens, en utilisant des usines encore en état de fonctionnaire, mettent sur pied leur pays. Il faut que tout vienne de chez nous. On a des excédents à vendre. Et c'est ça. 43, c'est le changement. Et vous savez, ça a été efficace. On a inventé des tas de saloperies. On parlera encore de ce colloque des saloperies qui nous tombent sur la gueule. Mais le napalm est inventé à cette époque. Est-ce que vous avez conscience du fait que le napalm, à Tokyo, en 5 jours de bombardement, nuit et jour, a tué 2 millions de personnes. Alors que Hiroshima plus Nagasaki mélangés, c'est pas 500 000. Eh oui. Et voilà. On arrive donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, Roosevelt meurt de son cancer après avoir, à la suite de Yalta, envisagé, avec les soviétiques et les anglais, la création de l'ONU. La SDN, c'est pas eux qui l'avaient créée. Ça s'était créé, ils en avaient fait partie, mais c'était à Genève. Genève, c'est chiant, hein. C'est pas à l'heure les États-Unis. Il faut veiller. Alors, non. Les Nations Unies se créeront. La charte va être signée, mais elle est sur pied, elle est signée. Et en attendant de trouver une ville, on s'installe à Los Angeles. Los Angeles, c'est un peu trop loin de l'Europe. Décalage horaire, 3 fuseaux horaires aux États-Unis. On va mettre sur la côte Est.
près de la civilisation, près de Boston, et près de la capitale économique. Ben, on va mettre dans la capitale économique des États-Unis, on va mettre ça à New York, et on met ça à New York. Et c'est comme ça que les Nations Unies s'installent à New York. Rockefeller ayant offert généreusement l'emplacement où est monté l'immeuble. Et voilà comment les Nations Unies, la nouvelle Société des Nations, s'installe à New York. Seulement, Roosevelt mourant, arrive Truman. Truman fait une déclaration. Celle-là, elle ne passe pas inaperçue. Il dit, sortant de la Deuxième Guerre mondiale, la vraie guerre sera économique. Le pays qui la gagnera sera celui qui maîtrisera la création, la production et la diffusion de l'image animée en couleur. Ah, tout le monde pense au cinéma. Ouais, c'est vrai. Il faut voir combien, moi, quand j'étais gosse, on en laissait encore plein la tête. La télévision, elle était en noir et blanc encore. Je suis son père m'en perdait un peu. Mais des films comme Les Ailes de l'Espérance que j'ai été voir, c'était les bons Américains. Alors c'était partout. Hein. Dans la Deuxième Guerre mondiale, c'était les héros. La Corée aussi, c'était les héros. Mais bien sûr que c'est important et qu'ils accordent de l'importance au cinéma. C'est pour ça qu'il y a le McCarthyisme qui s'attaque à Hollywood. Actors Studio. Mais on n'a pas tout vu. Qu'est-ce que je vous ai dit? La science économique, l'homme l'emmerde. Il faut façonner l'homme. On va le façonner avec les modes. Et il y a un nouveau truc qui apparaît, c'est les réclames. Et les réclames, elles créent des besoins. Non, elles créent des envies en les présentant comme des besoins. Et voilà, c'est le début de la pub. Alors regardez une pub maintenant pour une malbouffe merdique de céréales, dans lesquelles il y a plein de sel, on n'est pas sûr qu'elle soit pas transgénique, enfin je vous raconte pas le merdique. La céréale peut changer de nom d'un pays à l'autre. Il suffit de 3 ou 4 paquets dans le studio. Mais la couleur du paquet, c'est les mêmes. Le décor du studio est toujours le même. Neutre. Inculturel. Et le gosse change. Mais de toute façon, vous voyez bien que c'est du doublé. Regardez les machins surprises, là, les Kinder surprises par exemple. Le gosse. On croirait une série télévisée de la 6. Il parle, et le son vient après. Mais ce qui est intéressant, parce que moi je me suis finalement pas mal baladé, j'ai été en Palestine, j'ai été dans les pays arabes, j'ai été en Extrême-Orient. Sur les canaux de télévision locaux, le gosse, la pub, la musique, vous le retrouvez. Bon, la parole, on ne comprend pas toujours. Hein. Quand il parle en khmer, je ne comprends pas. Quand il parle en vietnamien, je ne comprends pas. Mais je sais de quoi il s'agit. Même si c'est plus le même produit, enfin si c'est pas le même, c'est pas la même écriture, je sais de quoi il s'agit. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est que le gosse, suivant qu'on est chez des bridés, le gosse il sera bridé. Suivant qu'on est chez des blonds, en Europe du Nord, il sera blond, en Italie, il sera brun. En pays arabe, il aura une bonne gueule de bougnoule. Mais il est toujours habillé pareil. Faut leur dire aux gosses que être en survêtement et avec des chaussures de sport, non seulement c'est pratique, mais encore c'est pas beau et c'est pas hygiénique. Faut pas leur dire seulement que c'est pratique, faut leur dire qu'on pue des pieds aussi. Faut pas avoir peur. Et voilà comment on est en train de mettre en place. Comment il s'appelle là, le Sénégalais que j'aime bien, le rasé tondu là. Manu Dibango. Il a très bien compris. Mais je l'ai entendu à une interview sur France Musique, où il disait, mais moi je fais pas de la musique africaine. Je fais de la musique qui prend partout. Et comme je suis africain, ça semble africain. Mais les gens, quand ils écoutent mes cassettes, il n'y a pas de CD-ROM, à Tambacounda, il faut voir ce que c'est que Tambacounda. C'est une ancienne sous-préfecture du Sénégal dans laquelle j'ai traîné une dizaine de jours. C'est vachement sympa, mais toute la ville européenne, elle est vidée. Ils ont reconstruit une ville africaine tout autour. Donc ils ont des postes radio-cassettes avec des piles. Ceux qui sont riches, ils ont un groupe électrogène, ils peuvent la brancher sur le courant. Enfin bon. Et quand ils écoutent les cassettes piratées de Manu Dibango, ils sont persuadés qu'ils écoutent de la musique européenne chantée par un Européen, pas par un Africain. Oui, c'est ça la world music. Donc on est en train de tuer les cultures.
Voilà à quoi sert la pub. Et pourquoi? Alors c'est là qu'on arrive, en fait, à ce qui est derrière. Quel que soit le nom qu'on donne à ce gouvernement mondial, pour moi, il a une réalité pratique, concrète, de tous les jours, que j'explique. Je l'explique parce que je m'y suis côtoyé, je me suis colté toute ma carrière. Pendant mes 13 années et demie d'officier de renseignement, alors que c'était pas moi, je m'occupais pas d'affaires de fric, mais dans les histoires d'armement, je sais bien un certain nombre de choses. Et quand avec Alfred Sirven, dans la cour de la prison de la santé, nous discutions à voix basse de nos petites expériences, il m'apportait des éclairages, parce que des fois il y a des décisions qui avaient été prises, je ne comprenais pas pourquoi. Lui, il me parlait des valises qu'il avait fait passer, et des fois, il me disait on avait un marché terrible à faire, il y avait pas mal de pognon à prendre pour le RPR et le PS, et on ne sait pas pourquoi ça ne s'est pas fait. Mais moi je le savais, parce que derrière on avait un engagement militaire qu'il fallait quand même pas que ce matériel nous retombe sur la gueule. Donc on sait expliquer des tas de trucs. Et j'ai beaucoup sympathisé avec lui. C'est un Forban, et alors, est-ce que j'étais pas un Forban, moi? Mais c'est un honnête homme. Et c'est qu'il me disait de toute façon dans nos histoires, les cons c'est nous, puisque c'est nous qui sommes dans cette cour, c'est pas les autres. Lui a fait ce... Alors, on l'a accusé d'avoir palpé au passage. Il m'a dit, mais j'avais pas besoin. J'étais tellement bien payé. J'étais pas assez con pour palper. Les rares fois où il a trimballé lui-même des valises de millions, c'est pas question qu'il manque un seul billet à l'arrivée. Sinon, il risquait de perdre une place qui était très lucrative. C'est pas lui le coupable. C'est tout le système financier qui a mis en place cette affaire. Le Crédit Agricole actuellement, qui est en pleine collusion avec les juges, rien qu'en France, est dans l'illégalité la plus complète. Il suffit de lire un livre écrit par Jean-Louis Zambert qui s'appelle Le Crédit Agricole hors la loi. Malheureusement, je vous en ai pas apporté, j'avais pas la place, puis je suis pas libraire. Mais vous ne la retrouverez pas en librairie. Les libraires qui voudraient le vendre, leur banquier leur a dit, si vous prenez ce livre, on vous coupe les livres. Donc si vous voulez ce livre, il est disponible, mais il faut le commander chez l'éditeur. Voilà. Il en a écrit un autre sur le procès du Crédit Lyonnais, Jean-Louis Zambert, qui est en train de se mettre en place. Mais c'est fabuleux de voir ça. On n'est pas plus propre que les États-Unis. Alors maintenant, je vais vous dire une chose. Pourquoi on va à la guerre? C'est que maintenant, on est à la banqueroute. Vous avez vu ce qui s'est passé? Ça bombarde, la bourse remonte, le pétrole baisse. Juste ce qu'il faut. Eh oui, mais ça c'était prévu. Au début de cette série de colloques, c'est ce que je disais. Quand on va à Paris, je l'ai dit. Mais j'invente rien, je ne suis pas magicien. Donc, en fait, où est-ce qu'on en est? Là, le monde actuel est contrôlé par des financiers. Alors, il y a des financiers islamiques, la Banque islamique de développement, par exemple. Elle a investi 50 milliards pour la lutte contre le sida en Afrique. Sur un projet sur 5 ans. Elle a commencé par faire fonctionner un laboratoire pharmaceutique qui fabriquait des trithérapies sans licence au Soudan. En été 98, parce qu'il y a eu 2 attentats sur Nairobi et Dar es Salaam, qu'est-ce qui se passe? Boum! Missile de croisière sur Ben Laden. Donc on en a tiré un par hasard, comme ça pour rire, histoire de calibrer les fréquences sur un camp en Afghanistan, et un autre au Soudan, puisque Ben Laden était soi-disant au Soudan à ce moment-là. Mais on a tiré sur cette usine chimique susceptible de faire des armes chimiques. Et non, on a pété le laboratoire. La Banque islamique de développement, c'est pas des cons. Ils n'ont pas africain. Le même qui, pendant des années, pendant les époques de l'apartheid, faisait les recherches que les Américains n'osaient pas trop faire chez eux, en biotechnique. Armes de guerre, tout un tas de saloperies sur les vaccins, etc. Avec l'apartheid, la fin de l'apartheid, les Sud-Africains ont dit terminé, faites vos conneries chez vous. Seulement, ce laboratoire a commencé à fabriquer des trithérapies sans licence. Ah ouais, non, mais on n'allait quand même pas bombarder l'Afrique du Sud de l'après-apartheid. Politiquement, c'était pas bon. Donc, les laboratoires ont essayé de passer par la voie légale et commerciale, les tribunaux. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le tribunal a rendu son arrêt. Il n'y a pas de brevet sur la matière vivante. Au plan international, nous n'admettons pas ça. Donc, nous ne condamnons pas le laboratoire qui continue. Moi, je me mets à la place du Sénégalais moyen, musulman ou pas, qui voit que depuis la colonisation, les dispensaires sont vides et qui voit revenir des médecins arabes sur ce coup-là,
et qu'ils les soignent pour le sida, ben, c'est normal qu'ils soutiennent la conférence islamique. Il n'y a pas de problème. Il y a un autre point aussi. Sur le 11 septembre, très rapidement, nous avons vu que c'était des mensonges. Alors, il y a effectivement 2 avions qui sont tombés sur les tours. Je ne me penche pas sur l'affaire des tours. Ce qui m'intéresse, c'est celle qui est tombée le lendemain. La tour numéro 7, qui était une tour de la CIA. Je le sais parce que moi, quand j'étais officier de renseignement, j'ai été y travailler une journée complète au premier étage. Et cette tour-là, il n'y avait aucune raison qu'elle tombe. Sauf peut-être qu'entre la CIA et le FBI, il y a des choses qui n'allaient pas. Hein? Parce que la CIA assure le trafic de drogue, ça assure des revenus importants par le trafic de drogue, et que le FBI lutte contre le trafic de drogue. Ils ont des raisons de ne pas s'aimer. Parce qu'il ne faut pas voir les États-Unis comme quelque chose de monolithique. En ce qui concerne le 11 septembre, au Pentagone, c'est un missile de croisière qui a frappé. Je ne vais pas m'étendre sur la démonstration. Alors comment ça a pu arriver? Un complot américain, oui, bien sûr. Les Américains ont été frappés le 11 septembre. Je ne vais pas prendre trop de temps. Il faut que je laisse du temps pour les questions. C'est expliqué dans le CD-ROM. Ce CD-ROM sortira sous forme de livre. Les Américains avaient besoin, pour des tas de raisons, de contrôler l'Afghanistan. Non seulement une histoire de pipeline, pour la CIA, une histoire de reprise de la culture du pavot, puisque les talibans l'avaient interdit, mais surtout, parce que le régime des talibans et le Pakistan avaient passé un accord avec la Chine populaire pour que des grandes caravanes routières en lourd amènent de la région de Shanghai, à travers le Xinjiang, du commerce, qui ainsi ne passait pas par les détroits, contrôlés par les Américains. Alors, quel commerce? Ça pouvait être des tas de choses, y compris de l'armement. En tout cas, des trucs qui voyagent dans des camions, et les satellites, quoi qu'on raconte, ne voient rien à travers la bâche des camions. Pour ça, il faut mettre des espions pour savoir ce qu'il y a dans les bâches de camions. Mettez donc des espions américains dans leur qualité technique actuelle, en pleine Chine ou en plein Afghanistan, non, rien à faire. Tranquille, les Chinois. Alors, voir arriver les Chinois dans cette zone où les Américains essayaient de s'implanter, vous pensez bien que ça ne pouvait pas se passer comme ça. Alors, il y avait une occurrence qui arrivait, c'était la conférence de Durban sur le racisme. Ces conférences se préparent 2 ans à l'avance, avec des réunions de travail, des ambassadeurs, des spécialistes, des techniciens. Ensuite, régulièrement, on fait des points, et il y a des réunions plus plénières, qui préparent la grande réunion. Celle où on va entériner des décisions qui ont été prises à l'avance. Et dans ce travail-là, un certain nombre de penseurs américains se sont dit, tiens, ce serait quand même pas mal qu'on fasse capoter cette conférence, parce qu'à ce moment-là, on est à peu près certain qu'il va y avoir une réaction contre nos intérêts. Et à l'époque, les penseurs de l'administration Bush pensaient que ce serait soit un pétrolier dans le Golfe Persique, soit une base militaire, je ne citerai aucune base de Dhahran en particulier en Arabie Saoudite, soit une ambassade, je ne citerai aucune ambassade particulière états-unienne à Sanaa. C'est à ça qu'ils s'attendaient. Pourquoi? Parce qu'à Sanaa, il y a l'armée de libération, l'armée islamique d'Aden. Elle est à Aden, et surtout tout le Yémen. Aden, c'est l'ancienne capitale du sud du Yémen. C'est la 2e ville du Yémen. Pourquoi à Dhahran? Parce qu'à Dhahran, ils ont déjà eu des attentats islamistes qui leur ont fait 22 morts en 1997. Pourquoi des pétroliers dans le Golfe Persique? Parce qu'ils avaient déjà eu le USS Cole attaqué par l'armée islamique d'Aden. Et ils en avaient accusé d'ailleurs Oussama Ben Laden, le pauvre n'avait strictement rien à voir là-dedans, l'armée islamique d'Aden, c'est pas son truc, ils s'entendent pas avec lui. Et voilà comment on a mis sur pied tout un fantasme. Malheureusement, au sein de l'administration américaine, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, ce que je vous ai expliqué. Depuis 1943, les administrations américaines ne sont plus l'émanation de la volonté populaire, mais l'émanation de lobbies que de plus en plus de gens dénoncent. Et pas seulement des gens de droite, et pas seulement des gens de gauche, non. Des gens de bonne volonté, des gens de bonne foi. Et on va se trouver dans ce complot dont moi j'avais déjà entendu parler depuis des années. J'ai travaillé avec la CIA et la DIA pendant 13 ans et demi quand même. Et les types, ils m'en parlaient. Quand ils faisaient les habilitations au secret pour les fonctionnaires de la défense ou les militaires, ils disaient, oui, vous comprenez, on est obligé de faire attention parce qu'il y a des gens qui complotent. Ils ont ce fantasme du complot. Savez-vous que la préméditation en américain juridique, ça se dit conspiracy.
conspiration. C'est quand même marquant. Et c'est ça, en fait, qui s'est passé. Sachant, parce qu'ils étaient bien placés dans l'administration Bush, que se préparait le torpillage de la conférence de Durban, il y a des gens qui en ont profité pour essayer de faire un coup d'État interne. Et, pour ce faire, ils ont pris contact avec des éléments de la branche dure de la conférence islamique. Ce n'est qu'après le 11 septembre, je vous explique tout ça dans le CD-ROM, ça paraîtra dans le bouquin, hein, sinon on n'a pas le temps, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, comme ils ont exploité le 7 décembre 1941, l'administration Bush, à mon avis, s'est largement fait surprendre par ce qui s'est passé. Ils ne pensaient pas être frappés sur les États-Unis. Et surtout, le fait que Rumsfeld, le 8 octobre, lors d'une conférence de presse, se coupe et dise aux journalistes, là, qui sont des journalistes, destinés à un journal internet qui est à disposition, normalement il est sur l'intranet de l'armée américaine, mais on peut y accéder. Il se coupe, et quand il veut défendre les services de sécurité, parce que toute la presse commence à poser des questions, il dit, vous comprenez, nous avons un pays qui est à la taille d'un continent, nous sommes une démocratie, on ne peut pas tout surveiller, on ne peut pas empêcher des terroristes, par exemple, d'envoyer 2 avions sur des immeubles, et, comme ça a été le cas pour ici, un missile, et un avion, il rajoute, et un avion. Ça reste 2 jours sur le site. Mais, très vite c'est enlevé. Parce que le site met le script de ça. J'ai récupéré le texte. Pourquoi? Il a pris des menaces. Il a menacé de déposer les gens. Et comme il y a des gens qui avaient fait des sites copies, eh bien, ça a été remis sur ce site-là. C'est resté 1 semaine et on a récupéré les images. Vous pouvez les avoir par le réseau Voltaire. C'est dans ses archives, puisque eux, ils ont plus de banques de données de mémoire que moi et que je travaille souvent avec eux. Voilà. Donc, si vous voulez, le missile, il y est. Et vous voyez un peu comment cette affaire s'est montée. Alors, les gens, les Américains, les financiers qui contrôlent les États-Unis, en ont pris prétexte pour se lancer dans une suite de guerres. Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait? Après la guerre froide, il fallait continuer, justifier l'existence de l'OTAN. Pourquoi? Parce que ça permet de fabriquer de l'armement. Mais il faut savoir que l'OTAN qui s'est créée en 1949, c'est pareil, je rentre dans le détail dans le bouquin, a maintenant pratiquement toutes les capacités de l'ONU. C'est-à-dire que si l'ONU disparaissait, l'OTAN peut prendre le relais. Y compris, il y a l'équivalent de l'UNESCO. J'ai travaillé à l'OTAN, je sais comment fonctionne le merdier. Ils ont une banque, qui est une banque de l'OTAN, qui peut faire fonction de banque mondiale. Et c'est avec l'argent de cette banque qu'on a payé les fabricants de drogue croates qui avaient un manque à gagner avec l'opération de l'IFOR en 1995-96. J'explique ça dans le crime de guerre à l'OTAN. Et ces bouquins-là, ça énerve les gens. Mais on n'a jamais pu les arrêter, on n'a jamais pu les interdire. Parce que je ne demande que ça, moi, puisque la presse fait le blackout sur mes écrits. Je ne demande qu'un procès. À ce moment-là, je sors à la Cour de justice mes documents. J'ai fini ma carrière avec 70 kilos d'argile. Mais du dense. Mon frère a mis ça sur des CD-ROM pendant que j'étais en tôle. Et jusqu'au moment où mes premiers écrits sont sortis, je vous garantis que je surveillais à droite et à gauche quand je traversais les rues. Maintenant, non. Ça va, c'est tranquille. Donc vous voyez dans quelle situation on est actuellement. Et pourquoi? Eh bien parce que le système capitaliste, qui n'est pas mauvais en soi, a été dévoyé par un certain nombre de gens. Et je voudrais, et ça va être ma conclusion, que vous pensiez à 2 chiffres. Actuellement, par tranche de 24 heures, chiffre de juin 2001. Et ça n'a pas baissé. Et le différentiel est le même. Il y avait, au mois de juin, entre 1300 et 1500 milliards de dollars qui s'échangeaient en titres sur toutes les places boursières mondiales pendant 24 heures. Chiffre complètement abstrait. Qu'il faut rapporter à un deuxième chiffre. Dans la même période de 24 heures, s'échangeaient sur Terre en biens et services réels et existants entre 18 et 30 milliards de dollars. Ça veut dire que les 1500 milliards de dollars, puisqu'il n'y a plus de monnaie appuyée sur de l'or ou sur un étalon, s'appuyaient sur 30 milliards.
vous comprenez bien qu'il va falloir passer à la caisse. D'autant plus que quand on veut investir dans un pays sous-développé, pour un projet de 40 milliards, ils disent d'accord. Bon, d'accord, on signe, donc lundi on commence, non. On signe, et quand les 40 milliards seront dans notre banque centrale, vous commencerez. On ne peut plus faire de la cavalerie. Les lignes informatiques ne servent pas. Surtout quand on travaille avec des Russes, dont beaucoup sont des mafieux. Non, il faut les valises de billets. Il faut que les conteneurs aillent de telle banque à telle autre. Et là, il y a un tel découvert qu'il faut trouver moyen de refinancer les systèmes. Or, quand on fait une guerre, on ponctionne dans les caisses de l'État, donc dans la poche des contribuables, ça rentre dans les sociétés dont on est propriétaire, et on touche les dividendes. Voilà où on en est. Et c'est pour ça que la bourse remonte depuis qu'on est sûr qu'effectivement le vrai merdier a commencé en Irak. Voilà, j'arrête de façon à laisser la place aux questions.